Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Eurecom et son programme ingénieur. Alors pour nous en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur, David Jesbert. Bonjour David. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, j'accueille deux de vos étudiants également. Canel Pexoto, étudiante ingénieure. Alors, promo 2026, 27, 28, on va avoir l'occasion d'en parler, de cette énigme. Et puis, Romain Della Rocca, étudiant ingénieur, promo 2027. Ça, c'est ferme et définitif. Vous allez bien? Très bien, et vous? Mais je vais très bien, je vous remercie de vous en inquiéter. Alors, je suis là pour vous poser plein de questions, mais avant cela, on commence avec le pitch. Le pitch, David, 60 secondes, un exercice redoutable pour nous présenter Eurecom. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer de relever le défi. Très bien, eh bien, je vous écoute. Alors, Eurecom, c'est une grande école d'ingénieurs qui forme des spécialistes du numérique depuis déjà une trentaine d'années. Si tu ne connais pas Eurecom, c'est normal. Jusqu'en 2021, l'école recrutait sous l'appellation de Télécom Paris Cursus Sophie Antipolis, au concours Mines-Pont. Depuis 2021, nous recruterons directement au concours Mines Télécom. Si tu intègres Eurecom, tu vas devenir un expert en IA, en cybersécurité ou en réseau et tu pourras relever les défis sociétaux et industriels avec le numérique. Eurecom, c'est aussi l'occasion de partager sur le campus l'expérience des meilleurs chercheurs, d'étudiants et de professeurs qui sont pour les 2/3 internationaux et qui proviennent des meilleures universités européennes. Ça veut dire qu'aussi 100% des cours sont en anglais et sur un campus avec une ambiance assez incroyable, Sophie Antipolis, entre Nice et Cannes. Voilà, je te donne rendez-vous à la rentrée septembre 2026. Eurecom, donc c'est aussi une horloge suisse, puisqu'on finit quasiment pile poil sur 60 secondes. Alors, comment intégrer Eurecom? On vous en avait parlé, les nouveaux classements, les nouveaux concours. C'est l'heure des admissions. David, une question toute simple, toute bête. Quelles sont les différentes filières d'admission à Eurecom? Il y a plusieurs filières, mais pour ce qui concerne les élèves ingénieurs, c'est d'abord le concours. Concours Mines Télécom. Voilà, vous intégrez après une prépa, on recrute sur l'ensemble des filières techniques, CMT, MPI, etc. Et vous pouvez donc intégrer en première année sur notre programme ingénieur en 3 ans. On recrute aussi des admis sur titre en première année ou en deuxième année. Et puis on a aussi des filières plus internationales avec des Master of Science sur l'ensemble des domaines du numérique. Bon, je me tourne vers vous. Quel a été votre parcours, votre voie d'admission? Je vais commencer par toi, Canel. Oui, alors moi j'ai fait une prépa scientifique, MPSI en première année, PSI en deuxième année, ensuite le concours Mines Télécom tout simplement, admissible aux écrits, ensuite j'ai passé les oraux et j'avais mis Eurecom top 1 dans ma liste de vœux et je l'ai eu. Alors on va revenir notamment sur comment classer les vœux, pourquoi Eurecom top 1. Avant cela, pour toi, quel a été ton parcours? Alors du coup, de mon côté, j'ai quasiment eu le même parcours. Ouais. J'ai fait une filière MP2I puis MPI. C'est la nouvelle filière qui rajoute de l'informatique comme composante principale en prépa. D'accord. J'ai passé les oraux et les écrits de Mines Télécom et j'y suis arrivé à Eurecom à la fin. Parfait. Les oraux, comment se déroulent les oraux? Il y a un entretien de motivation aussi qui ne ressemble pas trop à des maths et de la physique, il me semble. Oui, exactement. Donc, il y a les oraux un peu classiques qu'on passe un peu dans tous les autres concours qui dépendent quand même de la filière de laquelle on vient. La particularité du concours Mines Télécom, c'est vraiment l'entretien de motivation qui se passe avec 2 personnes en général qui sont des professeurs ou des personnes de l'administration des différentes écoles de Mines Télécom et qui là, du coup, part quand même d'une étude de 2 images qu'on nous donne, si je me souviens bien. Sur 2 technologies et en enjeu sociétal qu'il faut pouvoir résoudre avec une des 2 technologies qu'on va devoir choisir. Voilà, et je pense que c'est quand même aussi un peu un prétexte pour lancer la discussion. Un peu un prétexte, effectivement. Voilà, ouais. il y a ensuite quand même un échange qui est assez naturel selon moi avec les 2 personnes qui mènent l'entretien et qui essayent plutôt d'apprendre à nous connaître finalement. Est-ce qu'il faut avoir la tchatche? Est-ce qu'il faut être très à l'aise à l'oral pour s'en sortir? Est-ce qu'il faut beaucoup le préparer, rester devant son miroir? Comment on prépare un entretien comme ça? Parce que ça change complètement de tout ce que vous avez jusqu'à présent. Vas-y, Romain. Alors vas-y Romain, ouais. Je pense que le mieux, c'est un petit peu s'entraîner. Quand même. Quand même, ça reste un oral important. Cependant, il faut pouvoir rebondir sur n'importe quel cas de figure. J'ai eu 2 cas de technologie et dans une des 2 technologies, il y a eu l'imprimante 3D. C'est ce que j'ai choisi pour résoudre l'enjeu sociétal qui était le fait de pouvoir apprendre aux enfants plus facilement
Par conséquent, il faut pouvoir trouver tout un discours qui permet de relier la technologie à l'enjeu sociétal. Donc, ton conseil, c'est commencer un peu à réfléchir aux nouvelles technologies et comment elles pourraient impacter un peu la société actuelle pour avoir un maximum de chances d'avoir déjà un discours un peu préparé? Tout à fait. Il faut pouvoir rebondir et par conséquent, il faut être à jour de ce qui se passe en ce moment. Canel, tu disais que c'était un prétexte pour parler de soi. Comment on apprend à parler de soi? Quelles questions on doit préparer sur soi, nos qualités, nos défauts? Ça, c'est les questions un peu classiques, on va dire, d'entretien, qui c'est toujours bien d'avoir préparé, auxquelles c'est bien d'avoir réfléchi en avance. Et après, je pense qu'il y a un peu des questions types sur ce genre d'euro. Par exemple, c'est vrai que c'est bien d'être tenu à jour de l'actualité. Quand on veut rejoindre une école scientifique, l'actualité scientifique, par exemple, je sais que nous, Eurecom, par exemple, était tourné vers l'informatique, donc toutes les actualités autour de l'IA qui a le vent en poupe quand même à notre époque, moi, c'est un peu ce que j'avais gardé en tête pour pouvoir parler de quelque chose qui amène ensuite la conversation vers mes centres d'intérêt. David, un conseil, vous êtes adressé à ces étudiants. Quel autre conseil vous pourrez leur donner et qui doivent stresser? Ça, j'imagine, c'est pas stressant, son premier entretien, comme ça, on n'a pas l'habitude. Je pense qu'il faut regarder un peu la liste des écoles qui est offerte dans le banc de concours, se faire une idée des écoles qu'on a envie d'intégrer et effectivement essayer d'argumenter son choix en disant telle ou telle filière, tel ou tel métier qu'on aurait envie de rejoindre après l'école d'ingénieur. Il arrive d'avoir quelquefois des candidats qui sont un peu perdus, dont on sent qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à leur futur. Je pense que c'est vraiment bien pour essayer de convaincre l'intervieweur d'avoir une petite idée de ce qu'on a envie de faire après et des matières scientifiques que ça met en jeu. Pourquoi Eurecom en top 1 dans tes choix? Moi, pour 3 raisons qui étaient très simples, c'est les cours en anglais. Ça, c'était vraiment un argument qu'on retrouve pratiquement dans aucune autre école d'ingénieur. 100% en anglais. Exactement. Du début à la fin. On arrive jour 1 en anglais. Exactement. Il n'y a pas de anglais, mais un peu français. Anglais. Tout est en anglais. OK. Voilà. L'argument numéro 2, c'était le partenariat avec une grosse école de commerce qui est l'EDEC. Et l'argument numéro 3, c'était la situation géographique. Le sud de la France. Ah d'accord, voilà. Le soleil, la météo. Exactement. Okay. Pourtant l'EDEC, c'est le nord de la France, c'est l'île. Ah oui. J'ai fait machine arrière. Tu as fait machine arrière, très bien. Juste un élément sur les cours en anglais, c'est pas du tout un snobisme. On considère Eurecom que déjà c'est important pour se positionner sur le marché du travail de maîtriser l'anglais. Puis deuxièmement, on a une majorité des élèves sur le campus qui sont internationaux. Donc ils viennent des meilleures universités européennes et rejoignent les étudiants français en classe. Et donc on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse se faire comprendre par tous ces élèves. Et donc, les cours sont en anglais dès le premier jour. 40 nationalités, c'est ça, ouais. Pour cette promo actuellement? C'est ça. Bon, ça parle de soi-même. Peut-être dernier point sur les admissions. Comment on classe ses vœux? Comment on choisit? Alors, pour toi, Canel, Eurecom top 1. Je ne sais pas si c'était aussi ton cas, Romain, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va être admissible dans plein d'écoles? Comment il doit classer? La plupart du temps, les élèves vont utiliser le Figaro pour pouvoir classer les écoles. C'est gentil. Cependant, il faut pouvoir se concentrer sur ce qu'on souhaite pour plus tard. La situation géographique d'Eurecom nous permet d'avoir un accès direct aux entreprises qui sont proches. Il y a énormément de disciplines différentes qui sont accessibles et nous avons même des forums d'entreprises donc les entreprises viennent directement à Eurecom nous présenter, récupérer nos CV afin de pouvoir faire des stages de fin d'études et potentiellement d'être réembauchés dans leur entreprise. Donc ne vous focalisez pas que sur le classement du Figaro, même s'il est excellent, hein, laissez aussi parler à votre cœur, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de choisir. Le cliché, c'est quoi? À Eurecom, il fait beau. Alors pour les autres clichés, voyons ça avec la rubrique des clichés. Les clichés sont ces petites idées préconçues. Au nord, il pleut, au sud, il fait beau. Bref, on aura l'occasion d'y revenir. David, quel est le premier cliché qui vient à l'esprit quand j'évoque Eurecom et un parcours ingénieur? Eurecom est assez connu du monde de la recherche. Les professeurs qui donnent cours à Eurecom sont des pointures dans leur domaine, en IA, en réseau, en cyber. C'est vrai que ce sont des chercheurs. Mais je pense c'est pas un cliché, c'est un vrai cliché, ça. Ça, c'est la vérité, mais ce ne sont pas des gens qui sont perchés dans leur nuage. Ils font de la théorie, mais ils font aussi beaucoup de projets. Et ils le font en collaboration avec beaucoup de partenariats industriels. L'école a une 60aine de partenariats industriels qui tournent en ce moment. Et ça permet de garder de la pertinence dans les enseignements.
Et ça, je pense que c'est très important. Donc oui, il y a de la recherche, mais elle est vraiment en lien avec les métiers et avec les besoins des industries. Et je pense que c'est la meilleure manière de préparer les élèves qui sortent de Récom au marché de l'emploi. Est-ce que les profs sont sympas? Donc voilà, ils sont accessibles, en lien avec l'industrie, mais est-ce qu'ils sont sympas en plus? Parce qu'il faut être pédagogue. Hein. Complètement. Ils sont hyper abordables, que ce soit en cours et même en dehors des cours. Ils ont leurs bureaux qui sont dans les locaux où nous, on a cours. Donc, c'est vraiment très facile de s'adresser à eux, que ce soit par mail ou de vive voix. Ils sont très abordables. Donc, ils sont sachants, savants et pédagogues. Exactement. C'est pas mal. Et également investis, ça c'est important. Investis, c'est-à-dire? Ils nous répondent à des mails à des heures pas possibles. Ok, voilà. Par investissement, très bien, c'est très clair. Quel serait ton cliché, pardon, Canel? Moi, je pense que ce serait autour des femmes dans la science, de manière plus précise encore, les femmes dans l'informatique. On pourrait penser qu'on n'a pas forcément notre place, mais je vous confirme qu'on a bien notre place, et essentiellement à Eurecom. Et voilà, c'est pas un monde de geeks. Il faut pas être geek et passionné d'informatique et de jeux vidéo pour faire des études d'informatique. Et voilà, c'est ouvert à tout le monde. On peut être une femme et pas geek. Exactement. Ça marche, les deux combinaisons fonctionnent. Romain, ton cliché? C'est qu'il faut être fort en anglais pour rejoindre Eurecom. Cependant, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Les professeurs vont se mettre à notre niveau pour qu'on puisse comprendre le plus facilement les cours. Même si nous avons de l'anglais partout, toute la journée, tout est accessible, tout le monde fait son mieux pour que tout le monde puisse comprendre. Quand toi, tu as commencé, par exemple, tu étais fort en anglais déjà? J'étais moyen. J'étais pas non plus très fort. D'accord. J'ai même passé mon TOEIC et je n'ai pas eu... Un très bon score, qu'on ne citera pas. Un bon score, voilà. Mais depuis, je me suis beaucoup amélioré et ça m'a permis aussi d'aller voir des internationaux et de discuter avec eux, ce que j'ai fait pendant la première année et là, pendant cette année. C'est vrai ce que dit Romain, on n'a pas besoin, parce que 100% en anglais, quand même, c'est une vraie promesse, une valeur ajoutée, vous l'avez dit vous-même, pour le business, pour tout, c'est pas du snobisme. Comment on fait pour s'adapter? J'imagine qu'on aura des étudiants bilingues, on aura des étudiants anglais. Déjà, la plupart de nos profs sont aussi internationaux. Mais cela dit, ils sont en général pas anglophones, ils viennent de toute l'Europe, ils viennent un peu partout dans le monde, donc chacun a son accent à Eurecom, et c'est comme ça qu'on arrive à se comprendre au final. Donc l'important c'est de pouvoir suivre des cours qui sont quand même en général techniques, et la langue elle-même, c'est pas un frein. Ok. Par contre, ça devient la langue culturelle sur le campus, donc voir les groupes, les Français, et tous les internationaux se mélanger, organiser des activités, ça pour moi c'est un plaisir immense en tant que directeur. Quoi qu'il arrive, si j'ai bien compris, comme vous finirez bilingue. Ça, je crois que c'est obligatoire et c'est pas qu'un cliché même. C'est 100% en anglais. Que fait-on concrètement à Eurecom? Eh bien, c'est l'heure du programme. Quelle différence entre la vie qu'on a à la prépa et la vie qu'on a en première année? Je dirais déjà le rythme quand même, c'est forcément à citer. On travaille toujours évidemment en école d'ingénieur, heureusement. On travaille vraiment en école d'ingénieur? On n'a pas fait tout ça pour rien. Oui, bien sûr quand même. On a des cours, des projets, des TP, des devoirs à rendre en dehors des cours. Je dirais qu'une des grosses différences, c'est peut-être qu'en prépa, on étudie de la théorie, de la théorie, de la théorie. On n'a pas l'impression de faire des choses concrètes. Ce qui arrive en école d'ingénieur, là pour le coup dans les cours, on a l'impression de commencer à apprendre un métier et à apprendre à faire des choses concrètes et à les concrétiser. Ça pour moi c'est une grosse différence avec la prépa. Et pour toi Romain, la plus grande différence entre ta vie d'étudiant en classe préparatoire à ta première année, qu'est-ce que fait Eurecom? Qu'est-ce qu'il met en place pour justement faciliter cette transition? À Eurecom, nous avons le week-end d'intégration qui se situe dans le mois d'intégration. Donc les deuxièmes années vont pouvoir intégrer les premières années et aussi les internationaux afin qu'ils puissent mieux se rencontrer, mieux sociabiliser et créer des nouveaux liens. Ok. David, qu'est-ce qu'on enseigne comme matière? Donc maintenant qu'on est à l'aise à Eurecom, on sait qu'on va devenir bilingue, on a peur de l'anglais, tout a été mis en place pour que vos étudiants soient à l'aise. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner concrètement? Je dirais que la philosophie fondamentale, c'est de leur donner les outils de base du numérique, que ce soit, il y a l'informatique, mais il y a aussi beaucoup d'IA, beaucoup les bases de la cybersécurité, la connectivité, les réseaux, pour qu'ils puissent ensuite aller résoudre tout un tas de problèmes dans l'industrie, pour la ville du futur, pour les collectivités, parce que maintenant, beaucoup de problèmes sociétaux se posent en termes techniques du numérique. Donc c'est vraiment important d'avoir les bonnes compétences pour ça.
Je voulais mettre aussi l'accent sur une des philosophies du programme d'enseignement, c'est l'activité de projet, qui est importante dès la première année. Je ne sais pas s'ils veulent en parler, mais une des particularités du programme de Recom, c'est que quand on intègre en première année, on est tout de suite à l'étrier avec un projet interdisciplinaire qui va durer toute l'année et qui met en œuvre plusieurs compétences, donc l'informatique, des réseaux, de l'IA, pour résoudre un problème très pratique. Il me semble que l'année dernière, il fallait construire un prototype qui permettait à quelqu'un qui avait des problèmes de vision de pouvoir s'aiguiller sur le campus, donc avec un système, un peu de robotique, un peu d'IA, pour construire ce système de navigation. Donc ça je pense que ça permet aussi aux jeunes d'apprendre à travailler en groupe et d'aller chercher les compétences là où ils doivent aller les chercher. Vous parlez beaucoup de philosophie. Oui. Quelle leçon de vie vous souhaitez transmettre à vos étudiants? Quelle philosophie, au-delà des cours qu'on va apprendre, parce qu'il y a une vraie responsabilité. On parle d'intelligence artificielle, de data, on parle de choses qui ont vraiment une question morale qui est très importante. Quelle morale, alors peut-être, je ne sais pas si c'est vous personnellement ou Eurecom et les professeurs-chercheurs, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos étudiants au-delà des matières? Et je pense que vous citez l'intelligence artificielle, je pense qu'on est à un moment clé où pour moi, dans les études, ce qui est très important, c'est d'arriver à donner aux étudiants les outils, les moyens de savoir comment apprendre, justement, et pas se reposer sur des outils externes tels que chatbot, ChatGPT. Et pour moi, c'est tout à fait essentiel. Donc, c'est d'arriver à transmettre les bases sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour construire la connaissance et pas se reposer sur la technologie à 100%. Je vais avoir besoin de vos enseignements, alors je tape un peu trop moi, sur ChatGPT. Canel, est-ce que tu le ressens, ça, voilà, qu'on te donne les armes? Ma question, elle se tourne vers la flexibilité du programme. On parle beaucoup de flexibilité à Eurecom, et toi, tu m'as dit que tu étais à la fois à l'EDEC et à Eurecom. Pourquoi ce choix-là? Oui, alors j'ai toujours été intéressée par le fait d'avoir ce double programme. J'ai toujours eu un profil scientifique, mais avec une envie de ne pas faire un métier qui soit que ou trop technique et d'avoir aussi des soft skills, comme on peut les appeler. Donc moi, le double diplôme avec du commerce, ça m'a toujours beaucoup attirée. Donc je suis contente maintenant de poursuivre mon cycle à l'EDEC grâce à Eurecom. Et ça se prépare aussi en amont parce qu'avec les cours à la carte qu'on a à Eurecom, on choisit certes notre spécialité. Donc on a des cours évidemment en rapport avec notre spécialité qui sont imposés. Mais tout ce qui vient autour, c'est des cours qui sont à la carte. Donc moi, je sais que j'ai des copains qui ont pris des cours plus pointus sur l'IA ou sur l'architecture d'une base de données, pendant que moi, j'ai pris des cours de business, de management et de droit des entreprises, par exemple. Donc, c'est cette grosse flexibilité qui fait que le parcours s'adapte vraiment à ce qu'on veut faire plus tard et c'est quelque chose de très personnalisé. Dans cette flexibilité, ça comprend l'international. Romain, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des étudiants internationaux qui venaient sur le campus. Est-ce que les étudiants d'Eurecom vont aussi sur des campus internationaux? Alors, tout à fait. On doit faire une mobilité internationale qui peut être soit un double diplôme, soit un semestre d'échange, soit un stage en entreprise. Et on nous demande d'aller à l'étranger pour compléter cette mobilité. Et alors, tu as fait le choix d'aller dans quel pays? Alors, je n'ai pas encore fait le choix, je suis en train de choisir en ce moment. D'accord. Pour l'instant, je vise le Japon, mais on verra si c'est le cas. Il y a une raison en particulier pour le Japon? La culture. Premier plan, la culture. Le fait d'aller loin, c'est intéressant. D'accord. Et le fait aussi qu'administrativement, j'aurai beaucoup d'aide de la part d'Eurecom. Quel est le mot que tu as le plus entendu sur le campus Eurecom depuis ton arrivée? L'anglais. L'anglais? Oui. Donc English. Oui. Et pour toi, Canel? Je dirais inclusion. Inclusion? Oui. C'est un mot qui est souvent répété? Oui, pour moi, je ne sais pas si c'est le mot en lui-même, mais en tout cas, tout ce qui dégage ce fait de... On accepte tout le monde, c'est au niveau des cultures et des nationalités, mais pas que, c'est de tout ce qui va avec finalement. C'est hommes, femmes, langues différentes, religions différentes, cultures différentes. Ouais. Inclusion. David, quel est le mot? Vous ne l'entendez pas forcément sur le campus, mais le mot que vous prononcez le plus alors à vos étudiants? Peut-être apprendre. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, très juste. Quel est le professeur le plus sympa? Alors, c'est le professeur Maria Zoluaga, pour moi, qui est une prof de machine learning. Et sympa, déjà, c'est le mot. Et surtout, moi, j'ai adoré son enthousiasme et le fait qu'elle, même dans un amphi et devant une centaine d'élèves, elle est toujours hyper motivée, quelle que soit l'heure de la journée, et toujours dans la volonté de faire en sorte que les élèves comprennent
Et il n'y a pas de questions bêtes pour elle et moi, j'apprécie beaucoup. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Donc, je suis assez d'accord avec elle. Et pour toi, Romain? Pour moi, c'est Madame Onen Melek, D'accord. qui est notre professeur attitré pour notre chemin, donc notre spécialité, cybersécurité, qui est tout à fait investi, qui m'a répondu, à savoir hier soir à 22h par mail, 5 minutes après que j'ai envoyé un mail. Son cours est dynamique, elle nous donne envie d'apprendre la cybersécurité. Très bien. Bon, alors, une fois qu'on est équipé comme ça à Eurecom, avec tous ces apprentissages de ces professeurs qui semblent investis et qui répondent à vos mails à 22h, qu'allez-vous devenir? C'est la question des débouchés. Les débouchés, que fait-on une fois qu'on est diplômé? Mais peut-être avant cela, parlons de la vie associative. Avant d'être diplômé, on va faire un peu la fête, je crois. Comment est la vie associative à Eurecom, Canel? Alors moi, j'étais présidente du BDE, donc je connais La bien... la reine de l'associatif. Voilà, je connais bien la vie associative, que ce soit vue de l'extérieur, mais aussi du point de vue des rouages de l'intérieur. Pour moi, c'est une petite école, donc c'est vrai que c'est une vie associative qui est différente des grosses écoles. Mais moi, ce que j'adore justement, c'est le fait qu'on puisse connaître tout le monde, en fait, qu'on puisse être proche de tout le monde, ce qui permet de faire plein de sorties. On va faire des sorties plage, des soirées à la plage, des randonnées sur la Côte d'Azur, mais en même temps, on va aussi faire un voyage au ski, un voyage de promo, on participe au cartel des mines. Donc en fait, on a toute la grosse vie associative comme les grosses écoles, donc tout ce qui tourne autour des voyages, etc. Mais on a en plus pour moi cette proximité et le fait qu'on soit un peu une petite famille parce que le fait d'être un petit campus fait qu'on connaît tout le monde et c'est plus facile d'être à l'aise et de bien connaître les gens. Chaque année que je reçois Eurecom, je pose toujours la même question. Il y a une villa. Pareil qu'il y a une villa qui est louée par des étudiants et qui se transmet d'étudiants en étudiants. Est-ce qu'elle est toujours louée par des étudiants, cette villa? Elle s'est perdue. Il y a 1, 2 ou 3 générations. Oui, elle est passée aux étudiants de Schema, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. C'est d'autres qui n'ont sûrement pour l'année prochaine. Alors, vous la récupérez. David, que font vos étudiants une fois qu'ils sont diplômés? Si on regarde la soixantaine de partenariats industriels, ça nous donne une bonne idée en fait, des débouchés qu'on a au niveau métier. Donc, on a des contrats avec des entreprises de voitures, avec Renault, avec BMW. On travaille avec des banques qui s'intéressent à l'apprentissage automatique, machine learning pour la finance. On travaille avec des sociétés de télécom, ça c'est un peu la base, mais pas que. Donc évidemment Orange, etc. On travaille aussi avec des boîtes qui font du conseil. Donc on a un certain nombre d'élèves qui partent dans des entreprises de conseil, que ce soit Accenture, etc. On développe aussi beaucoup l'entrepreneuriat étudiant. Donc on a chaque année, d'ailleurs en partenariat avec l'EDEC, une journée qu'on dédie à l'entrepreneuriat étudiant, ou en général l'entrepreneuriat qui viennent des chercheurs et des élèves, des professeurs de Eurecom et de l'EDEC. Et on essaie de promouvoir ça comme également un débouché possible pour nos jeunes talents. Donc ça pour nous c'est important. Ça fait partie de l'innovation pédagogique d'être aussi proche des industries comme ça, justement, de pouvoir travailler main dans la main avec les besoins concrets des entreprises. Oui, tout à fait. En fait, l'école, il faut savoir que l'école se finance en majorité grâce à ses partenariats avec des projets de recherche, de R&D, avec des industriels notamment. Donc, ça fait vivre l'école, ça permet de garder toute la pertinence dans le contenu des cours, ça permet de nouer des contacts et de développer aussi des partenariats pour des recrutements, pour que les entreprises puissent recruter nos élèves et que nos élèves puissent trouver des débouchés. Quand vous parlez justement, ça évoquait un peu le mot réseau. J'ai l'impression que grâce à tous ces partenariats, on a déjà un réseau de malades d'une certaine manière. Est-ce que ça y participe? Bien sûr. Oui, c'est pour ça que, en général, les élèves n'ont aucun problème pour trouver un stage ou un travail après l'emploi, puisqu'ils peuvent bénéficier du réseau, des contacts qu'on a dans la R&D par nos professeurs dans les entreprises. Vous l'avez fait cette journée entreprise? Oui. Comment elle s'est passée pour toi, Romain? Elle s'est passée super bien. Alors j'étais d'abord en première année, donc moi j'ai plutôt aidé à l'organisation, puisque c'est les deuxième années qui sont plus intéressées par les entreprises et vice-versa. Mais ça m'a permis de prendre contact avec une entreprise et ils nous ont presque fait une promesse de nous récupérer l'année d'après. Si vous reprendre l'année d'après? C'est ça. Ok, donc ça a été extrêmement fructueux. Ça, c'est sûr. Et c'est assez naturel, on va voir l'entreprise, on discute, on donne son CV, ils ont envie d'étudiants comme toi directement? Ils sont très ouverts et en fait, ils aiment nos CV à nous. Voilà. Quand tu dis vos CV à vous, c'est les étudiants d'Eurecom, spécifiquement?
parce qu'il y a une raison particulière, ils le disent derrière ou... Parce qu'on est polyvalent. Pour toi, Canel, ça s'est passé comment cette journée? Pareil, tu as eu déjà des stages, des demandes d'embauche presque, même à l'avance? Moi, c'est pareil, j'ai participé en première année, du coup, plus en tant qu'aide dans l'organisation et en deuxième année, plutôt, du coup, en étant intéressée par ces stages. Et ce qui change de la plupart des process de recherche de stage, etc., par rapport à d'habitude, c'est que là, en fait, c'est eux qui viennent à nous, ce qui est quand même pas donné à tout le monde et tout le temps. En fait, c'est les entreprises qui viennent sur notre campus. Donc, ça arrive plutôt jamais que ce soit les entreprises qui viennent aux élèves. Et du coup, ça facilite grandement, on se sent à l'aise. Et oui, c'est ça, ça permet de donner des CV dans les boîtes qui nous interpellent, qui nous intéressent, et puis de parler directement avec les gens en passant pas forcément par un recrutement qui soit seulement informatique où il n'y a aucun échange humain, ça facilite. C'est des entreprises qui envoient leur CV aux étudiants d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes intéressé par mon profil? On a complètement inversé la tendance. Moi, j'ai l'honneur, en tout cas l'occasion de venir sur votre campus et je serais curieux pour des étudiants qui ne connaissent pas du tout votre campus de savoir quel est votre endroit préféré. Romain, quel est ton endroit préféré sur ton campus? Pour moi, c'est la Salsa Room. La Salsa Room. Qu'est-ce que c'est que la Salsa Room? C'est notre foyer étudiant. D'accord. C'est l'endroit où on se rejoint, où on discute, où on fait du billard, même avec notre directeur David. Et c'est ça, c'est notre foyer. On se regroupe, on s'amuse, on passe du bon temps, et puis après on retourne en cours. Et pour toi, Canel? Moi, je pense que c'est le même endroit pour le piano. Et on a récemment un petit comptoir de café qui a ouvert. Donc, ça devient un vrai lieu de vie où ce que j'adore, c'est que tout le monde vient prendre son café sur l'heure du midi, que ce soit l'administration, les professeurs, les doctorants ou les élèves. Et donc, c'est vraiment un lieu de rencontre où il y a tout le monde et qui est détendu, très convivial. J'avais demandé à un des étudiants qui m'a dit la machine à café, c'est mon endroit préféré pour toutes les raisons que tu as évoquées. David, peut-être que vous avez autre chose que la Salsa Room en tête, je ne sais pas. Peut-être. On a une grande terrasse à l'extérieur avec une vue magnifique dégagée sur la côte. On voit la ville d'Antibes. Quand il fait beau, on peut voir la mer. On voit la forêt et j'adore cet endroit. Ouais. Ça permet de se ressourcer, de discuter, en général au soleil. Donc c'est un endroit très sympa. On reste connecté à la nature, même en parlant de numérique. C'est la promesse de Recom. Il nous reste encore un peu de temps. C'est l'heure du temps additionnel. L'heure est grave. C'est bientôt la fin. On va devoir rajouter peut-être un élément qui n'a pas encore été mentionné. À l'inverse, mettre de l'emphase sur le fait qu'un professeur puisse envoyer un mail à 22h alors que vous l'avez envoyé à 21h55. Romain, je vais te laisser commencer. Quelle serait ta conclusion? Pour moi, Eurecom nous permet d'avoir le côté pratique et le côté théorique qu'on recherche quand on est en école d'ingénieur. On a la moitié du temps en lab, donc en endroit où on va pouvoir expérimenter sur les ordinateurs, et l'autre moitié en cours avec les professeurs. Et c'est ce qu'on recherche. Très bien, très clair. Merci beaucoup. Canel? Moi, j'ai deux points, mais qui se rejoignent un peu dans le discours de rentrée, et je m'en souviens très bien, alors que c'était il y a plus de 2 ans maintenant. David, justement, dit qu'il nous remercie, entre guillemets, d'avoir fait un pari en choisissant Eurecom. Et il compare Eurecom à une start-up et d'autres écoles d'ingénieurs qui sont plus grosses à des grosses entreprises. Et moi, ça, je l'ai vraiment ressenti pendant mes études et c'est un concept que j'ai adoré, c'est qu'en fait, l'école, elle se développe, en fait, elle n'arrête jamais de se développer, contrairement à des plus grosses écoles qui vont, par exemple, être plus connues de nom, mais où, en fait, tout est établi depuis des années, plus rien ne change. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié à Eurecom, c'est le côté de... Il y a plein de choses qui sont bâties, il y a plein de bases, mais il y a encore plein de choses à construire. On nous le fait vraiment ressentir, que ce soit au niveau des cours où on peut sans arrêt apporter un retour, mais aussi envers l'administration, aussi au niveau de la vie associative où il y a encore plein de choses à développer. Et c'est vraiment agréable d'avoir l'impression de participer en tant qu'élève à ce développement. Si l'école vous plaît aujourd'hui, elle vous plaira encore plus demain. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est une jolie conclusion, mais David, c'est vous qui allez avoir le fin mot de la fin. Je vais répondre sur ce que vient de dire Canel, parce qu'elle parle de rejoindre une école qui semble très jeune. C'est vrai que quand on est de prépa, en général, on n'a pas entendu parler d'Eurecom, puisque, comme je le disais au départ dans le pitch, on est au concours en tant qu'école Eurecom que depuis 2021. Donc ça veut dire que la plupart des élèves de prépa ne connaissent pas Eurecom. Par contre, quand ils grattent un petit peu, ils se rendent compte que l'école est là quand même depuis plus d'une 30aine d'années, qu'elle a fait ses preuves,
que dans le monde de l'industrie, on est très très connu, et que donc en termes de débouchés, il n'y a aucun souci. Et donc c'est important de comprendre qu'effectivement, c'est vu comme un pari pour un élève de prépa qui n'a pas entendu parler de l'école, mais quelque part, c'est un pari, je dirais, déjà gagné. Et puis on parlait du classement Le Figaro. Je voudrais quand même rassurer les élèves qui nous regardent, puisqu'effectivement, ils ne vont pas encore nous trouver une fois de plus dans le classement, même pour l'année prochaine. Il faut savoir que pour apparaître dans ces classements français, il faut avoir sorti une promotion complète d'ingénieurs en propre. Donc ces ingénieurs sont en train de sortir avec le diplôme de Récom cet automne. Et donc on va finalement apparaître pour la première fois au classement français, probablement fin 2026, début 2027. Alors par ailleurs, on est sur des classements internationaux. J'aurais pu le signaler. Au classement international de Shanghai, on apparaît comme 4e école française dans la catégorie télécom, ce qui est quand même un beau témoignage de qualité. Mais rassurez-vous, dans les classements français, on y sera aussi très bientôt. Parfait, et très bien classé aussi. Merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, Eurecom, c'est un campus international, une recherche appliquée, innovante, des liens forts avec l'industrie, des doubles diplômes, une vie étudiante unique. Tout ça 100% en anglais et pour couronner le tout sur la French Riviera. Je vais y arriver. Merci d'avoir regardé Campus Channel. Je vous dis à très bientôt.